Les dialectes ou ethnies à l'honneur ce 21 février. La communauté internationale célèbre en effet la journée internationale des langues maternelles. Une journée instituée en 1999 par l'UNESCO. La Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités en matière de production d'énergie renouvelable. C'est ce qui ressort du rendez-vous mensuel du groupe Fraternité Matin qui s'est tenu hier jeudi. Et puis en Ukraine, un calme précaire règne ce vendredi sur Kiev, la capitale, malgré quelques tirs entendus au centre-ville. Les affrontements y ont fait, depuis le début de la semaine, près de 100 morts. Vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI2. Bonjour à tous. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 21 février, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Proclamée par l'UNESCO en 1999 et marquée depuis 2000 dans plusieurs pays du monde, cette journée vise à promouvoir les diversités culturelles et linguistiques. La Côte d'Ivoire et sa soixantaine d'ethnies n'est pas en marge de cette célébration. Le thème retenu cette année, citoyenneté et langue maternelle. Reportage Ami Koulibaly. Les Ivoiriens parlent-ils leur langue maternelle? Une incursion au sein des populations démontre que s'exprimer dans sa langue locale est un exercice pas toujours facile. Chez nous, on ne parle pas langue maternelle. C'est le français qu'on parle. Sinon, bon. Ça dépend de ce que je vais dire. Ça serait un peu compliqué, quoi. L'exercice est certes difficile, mais certaines personnes semblent tirer leur épingle du jeu. Je vous exhorte, mes frères Guéré, quand vous êtes à la maison, de parler avec vos enfants. Apprenez vos enfants à parler votre langue. Apprendre aux enfants leur langue maternelle dès le bas âge, une solution pour pérenniser les langues locales. Et selon des études, cette pratique permettrait aux enfants d'être plus performants. Des résultats ont été obtenus par l'université à l'époque et on a fait donc le constat que s'il y a une différence, la différence se situe à ce niveau-là. Au niveau du primaire, les enfants qui font l'enseignement préscolaire dans leur langue sont plus éveillés, assimilent plus rapidement les connaissances que les enfants qui apprennent directement en français. Le constat est clair, les langues locales sont de plus en plus menacées de disparition au profit du français. En Côte d'Ivoire, il existe cependant plus de 60 langues maternelles et depuis février 2000, la journée internationale de la langue maternelle initiée par l'UNESCO est célébrée chaque année afin de promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme. Les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire, un potentiel à valoriser. C'est autour de ce thème qu'ont gravité les échanges lors du traditionnel rendez-vous mensuel de la rédaction de Fraternité Matin. Il en ressort que la Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités pour produire les énergies renouvelables, chose qui devrait permettre à l'Ivoirien moyen, utilisant les énergies renouvelables, de faire davantage d'économies. Serge Coléa. À l'instar de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire dispose d'un important gisement solaire. Ce potentiel reste pourtant inexploité. À travers la 14e édition des grands rendez-vous de Fraternité Matin, les acteurs du secteur de l'énergie se sont penchés sur le sujet. Énergie renouvelable et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire, un potentiel à valoriser. Thème de cette rencontre a été développé par deux conférenciers. Pour Aboua Gustave, directeur général du développement durable, l'énergie solaire est un don de la nature. La Côte d'Ivoire gagnerait à l'exploiter en vue de s'inscrire dans la dynamique mondiale du développement durable. Nous invitons la société civile, nous invitons le privé, également les partenaires au développement à nous accompagner dans cette lourde tâche et noble, car sans énergie dans le milieu rural, il n'y aura pas de développement durable, il n'y aura pas d'émergence. Selon le président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, la Côte d'Ivoire, vu ses potentialités, doit se fixer un objectif, celui d'être le premier pays de l'Afrique subsaharienne à produire l'énergie renouvelable d'ici à 2030.
Au total, des échanges fructueux entre participants que les initiateurs entendent renouveler. Les énergies renouvelables, c'est quoi? C'est le soleil, c'est le vent. C'est juste quelques installations à faire. Donc je pense que nous devons nous investir là-dedans parce que c'est l'avenir. La commune de Cocody est en pleine mue après les gares anarchiques déguerpies et les jardins publics réhabilités. Bientôt un autre boulevard dans la commune. Il prend sa source dans le village de Mbadon et s'étend jusqu'à l'entrée sud de l'université Félix Houphouët-Boigny en passant par le village d'Anono et la rivière Golfe. Objectif de la nouvelle infrastructure, rendre plus fluide la circulation à Cocody. Mamadou Kouassi. Ici, passera dans 9 mois. Un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la rivière 4 à l'entrée sud de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en passant par le village d'Anono et la grande mosquée de la rivière Golfe. Un projet vieux de 15 ans, ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au troisième pont, le pont Henri Konan Bédié. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrés chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ces trafics-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. À partir d'ici, un ouvrage, donc un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, c'est-à-dire le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 60 jours pour une durée de 7 mois. Il va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement des populations illégalement installées sur le site. Je suis vraiment impressionné. Et en tant qu'Ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admiration à mon collègue. Nous allons lui apporter notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont cette emprise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'âme. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour que le déguerpissement puisse se faire sans heurts. Encore, un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Un mot de culture avant d'ouvrir la page internationale de cette édition. Il s'agit de l'œuvre littéraire « Le bonheur est une métaphore », une œuvre de Enza Bamba, auteur ivoirien, qui traite en un mot de la vie. Découvrons ce livre avec Christelle Menant. Que peut donc signifier le bonheur dans cette perpétuelle fuite en avant du destin? Elle se souvient vaguement de ce qu'en disait un jour Lucien avec des mots de poète. Le bonheur est... Son esprit se plante net. Masogbe, c'est le personnage principal de ce livre de 201 pages de Enza Bamba. La vie lui arrache presque tout pour enfin lui offrir l'essentiel. L'essentiel, une découverte qu'elle fait avec un homme, le plus haut dignitaire du pays qui croise son chemin après beaucoup de souffrances. Or, il y a dans ces drames de la vie une once de grandeur, quelque chose d'anoblissant. Nous n'accédons pas à la pleine mesure de nous-mêmes tant que notre âme n'a pas traversé les sphères opaques de la douleur. L'œuvre nous plonge dans un tourbillon de figures de style, mais le contexte historique de la trame nous ramène à la réalité. Il fait référence à la récente crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Les mots de l'auteur mêlent prose et poésie, un mélange de genres assumé et volontairement exacerbé par l'auteur, comme pour s'affranchir, à l'instar de Masogbe, d'une vision manichéenne commune. Enza Bamba interroge la condition humaine, l'obsession du mieux, au point d'oublier les joies du quotidien, et à l'échelle du pays, au point d'oublier la cohésion sociale. Pour parvenir à ce degré d'abandon que l'on nomme bonheur, je suis obligé de considérer toute chose selon sa portée la plus vertueuse. Hors de chez nous, en Centrafrique, après un an de crise, la situation humanitaire est toujours inquiétante. Le conflit qui oppose les rebelles majoritairement musulmans et les milices d'autodéfense chrétiens pour la plupart a fait à ce jour plus de 4000 morts, de nombreux autres blessés et déplacés. Et pour les civils encore sur place à Bangui, le quotidien est désormais réduit à la misère et aux violences.
La République centrafricaine est à l'image de cet avion, incapable de décoller, englué dans la violence, la misère, la faim. Depuis des mois, des dizaines de milliers de déplacés sont regroupés autour de l'aéroport de Bangui, dépendant de l'aide internationale et des ONG. Il y a l'insécurité qui continue à régner dans les quartiers. Et quand on veut rentrer à la maison, il y a toujours les gens de Sélékala qui viennent nous pourchasser. Dans la zone de départ de ce même aéroport, ces familles musulmanes, elles aussi harcelées, attendent l'occasion de partir. Leur vie tient désormais dans ces dizaines de bagages entassés. Chaque jour, c'est la mort ici. Chaque jour, c'est mort Centrafrique, surtout les musulmans. Avant, là, je partais jusqu'à la ville, je pars tous les pays, les quartiers. Maintenant, là, je ne bouge pas. Chrétiens, musulmans, tout le pays est prisonnier de ce conflit. Dans le nord-ouest, à Boire, la peur est identique. Nos riches, nos intellectuels, nos responsables, nos leaders, nous sommes tous devenus des pauvres là où nous sommes. On ne peut pas bouger, on ne peut pas bouger. Même aller à l'hôpital, on ne peut pas. Et le danger n'est pas imaginaire. Dehors, la violence est omniprésente, radicale. Personne n'y échappe et même les enfants sont la proie des tueurs. Nous avons des blessés par balle qui avaient entraîné des fractures, des plaies pénétrantes de thorax, des plaies pénétrantes de l'abdomen. Malgré les forces africaines, françaises, le retour sur le terrain des policiers et des gendarmes centrafricains, la situation semble hors de contrôle. Mercredi, une grande partie de la journée, Bangui a résonné de tirs, des barricades ont été érigées, la population se terre, le pouvoir est paralysé. Et justement, pour tenter de mettre fin à ces violences qui risquent de tourner au génocide, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, propose l'envoi de 3000 hommes supplémentaires en Centrafrique. Récemment d'ailleurs, il a présenté devant le Conseil de sécurité un plan d'urgence pour la Centrafrique. En Ukraine, vous le verrez en image, un calme précaire règne ce vendredi sur Kiev, la capitale, malgré quelques tirs entendus au centre-ville. Les affrontements y ont fait, depuis le début de la semaine, près de 100 personnes tuées, dont au moins 67 manifestants de l'opposition. Un accord préliminaire a été trouvé ce matin à Kiev entre Européens, pouvoir et opposition. Et on l'a appris il y a environ 1 heure, le président Viktor Yanukovych propose des élections présidentielles anticipées et la formation d'un gouvernement d'union. Au Venezuela, des centaines de manifestants ont été dispersés par la police dans la nuit de mercredi dans l'est de Caracas. Les manifestations qui ont lieu depuis une dizaine de jours ont déjà fait 4 morts. Dans la soirée de mercredi et comme les jours précédents, des petits groupes d'opposants ont affronté les forces de l'ordre avec des jets de pierre et de cocktails Molotov dans le quartier d'Altamira à Caracas. Ils mènent des opérations coup de poing appelées guarimbas, brûlant des pneus et des poubelles pour bloquer les rues et provoquer le chaos dans la capitale. La protestation étudiante ne faiblit pas au Venezuela depuis l'arrestation de l'opposant Leopoldo López que le président Maduro, au cours d'une intervention télévisée, a accusé de vouloir renverser le régime. Ce fasciste que nous avons arrêté et qui est sous bonne garde dans une prison, jugé pour avoir appelé à ce coup d'État. Il doit répondre, et ses complices aussi, pour ce coup d'État, pour tous les actes de violence perpétrés dans ce pays. C'est le président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello, considéré comme un rival potentiel du président Maduro, qui a négocié la reddition mardi du leader de la contestation. Il l'aurait convaincu que sa vie était en danger s'il continuait en cavale. Leopoldo López a été transféré dans une prison militaire officiellement pour sa sécurité. L'idée de M. López, en se livrant à la justice, c'est non seulement de démontrer son attachement viscéral à la démocratie, mais aussi d'exiger un procès équitable avec toutes les garanties. À l'extérieur du tribunal, des centaines de personnes ont manifesté contre l'arrestation de Leopoldo López. Depuis 15 jours maintenant, les opposants au successeur de Hugo Chávez dénoncent le désastre économique dans lequel il a plongé le pays et réclament sa démission. Nous n'avons pas d'armes, nous sommes opposés à ce désastre, mais nous n'avons pas d'armes. Ce que nous avons, c'est de la foi et du courage pour lutter pour notre pays. Mardi, une jeune femme de 22 ans, reine de beauté locale, qui manifestait contre le régime, a été tuée d'une balle dans la tête. Elle est la 4e victime de cette crise, la plus grave depuis l'élection contestée de Maduro l'année dernière.
Voilà, c'est la fin de ce 12h30. Merci à vous tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre journal, toujours à 12h30.